La Waffen-SS qui a rejoint la Légion étrangère. Dans les suites de la Seconde Guerre mondiale, la France était en ruine, ayant été occupée par les Allemands pendant la majeure partie de la guerre. Même si les combats en Europe étaient terminés, la colonie d'outre-mer de l'Indochine était en révolte, et la nation dévastée avait désespérément besoin de soldats pour écraser la rébellion. Épuisés après des années de guerre et d'occupation, ils ont été contraints de puiser dans un nouveau réservoir de main-d'œuvre, qui provenait d'une source improbable. La SS, ou Schutzstaffel, a ses origines dans les années 1920, en tant que garde du corps d'Hitler et sécurité pour le parti nazi. L'organisation a grandi en taille et a été divisée en différentes branches, dont l'une était la Waffen-SS, qui constituait l'aile armée du parti nazi, devenant une organisation paramilitaire qui combattait aux côtés de la Wehrmacht. Pendant le conflit, ils ont commis d'innombrables atrocités dans le cadre de l'agenda racial des nazis, en particulier sur le front de l'Est. Après la guerre, les membres de la Waffen-SS, devenus des criminels recherchés, ont souvent fui à l'étranger pour échapper aux sanctions. Ces fugitifs avaient besoin d'un moyen de mettre de côté leur ancienne vie et de recommencer à zéro. Et une opportunité s'est présentée, qui serait mutuellement bénéfique à la fois pour les SS fugitifs et les Français désespérés. Depuis les années 1800, la France a maintenu une légion étrangère, une unité militaire composée de ressortissants non français, bien que les citoyens français puissent y adhérer s'ils le souhaitent. L'une des caractéristiques de la Légion est son ouverture à l'accueil de recrues, aux antécédents discutables. Historiquement, les rangs ont été remplis de criminels, de vagabonds et d'autres parias de la société qui cherchent un nouveau départ. Aujourd'hui, les normes sont quelque peu plus strictes. Les criminels recherchés par Interpol ainsi que les criminels endurcis tels que les meurtriers et les trafiquants de drogue ne sont pas acceptés, bien qu'ils ferment les yeux sur d'autres crimes mineurs. En fait, avoir un casier judiciaire pour des délits mineurs est très favorisé, car la recrue est plus susceptible de vouloir laisser son ancienne vie derrière elle, ce qui les rend plus dévoués à la Légion. Les seules autres restrictions concernent l'âge, la capacité mentale et la condition physique des recrues. Tout homme âgé de 17 à 40 ans, en bonne santé mentale et physique, de n'importe où dans le monde, indépendamment de son ethnie, de sa religion, de son affiliation politique, de son statut, ou de sa richesse, de son niveau d'éducation, ou de tout autre facteur, peut être et a été accepté. Aucune autre question n'est posée. Ceux qui cherchent à repartir de zéro ont l'opportunité de le faire en servant dans la Légion. En fait, l'anonymat est une exigence, les nouvelles recrues étant obligées de s'enrôler sous un nom d'emprunt appelé un anonyme, n'étant autorisées à utiliser leur vrai nom que si elles le souhaitent, après une certaine durée de service. Ce système est parfait pour ceux qui veulent laisser derrière eux les transgressions passées ou éviter les poursuites pour leurs crimes. La Légion étrangère française a toujours compté une forte présence allemande. Juste avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, on estimait qu'environ 80% des sous-officiers de la Légion étaient d'origine allemande. Après la guerre, les conditions étaient réunies pour un grand afflux de recrues allemandes. La nation était occupée par des puissances hostiles, et de nombreux anciens soldats ont fui les représailles potentielles en rejoignant leurs anciens adversaires, profitant de l'anonymat requis. En fait, tellement se sont engagés que, selon un article de New York de mai 1947, jusqu'à 5000 hommes d'une unité envoyée en Indochine française étaient nés des Allemands, principalement recrutés parmi les prisonniers de guerre. Ces hommes étaient décrits comme étant dans la vingtaine, et dont la seule profession était la guerre, ce qui en faisait, selon les termes de l'article, de véritables mercenaires. Pour les membres de la Waffen-SS, c'était un moyen pour eux d'éviter d'être jugés pour leurs crimes. Même avec la politique d'anonymat de la Légion, cependant, il y a des limites sur lesquelles ils fermeront les yeux. En raison des atrocités qu'ils ont commises, les membres de la SS ne reconnaîtraient pas leur précédente association avec l'organisation, mais se présentaient simplement comme des soldats allemands normaux, espérant passer inaperçus lors du processus de sélection. Il y avait une complication majeure à cela. Les membres de la Waffen-SS étaient souvent tatoués avec leur groupe sanguin, qui était imprimé en petites lettres sur la face inférieure du bras gauche près de l'aisselle. Cela a été fait pour s'assurer que le bon groupe sanguin soit donné lors d'une transfusion, en cas de perte des plaques d'identité. Après la guerre, avoir un tatouage dans cette zone était souvent considéré comme une preuve que l'homme était membre de la SS et traité en conséquence par les forces alliées. Ce n'était pas un système parfait, car tous les membres de la SS n'étaient pas tatoués, et de nombreux soldats réguliers de la Wehrmacht allemande avaient un tatouage de groupe sanguin, en particulier ceux qui avaient été traités dans des hôpitaux SS. Pour éviter d'être détectés,
Les membres de la SS enlevaient douloureusement le tatouage, détruisant ainsi la preuve de leurs anciennes associations. Cependant, les recruteurs de la Légion étrangère française, vigilants, se méfiaient des candidats arborant un tatouage de groupe sanguin ou des cicatrices suspectes à l'emplacement habituel d'un tel tatouage. Malgré cela, de nombreux membres de la Waffen-SS ont réussi à échapper au processus de sélection et à rejoindre la Légion, échappant à la détection, en particulier dans les années juste après la guerre, bien que finalement les autorités françaises aient fini par sévir contre le processus de recrutement, avec plus d'efficacité au fil du temps. Après l'incorporation dans la Légion étrangère, les légionnaires seraient envoyés en Indochine, ce qui serait plus tard appelé le Vietnam, pour réprimer l'insurrection toujours croissante là-bas. Les troupes de la Légion étaient une source de main-d'œuvre française très nécessaire dans une situation de plus en plus difficile. La Légion jouerait un rôle pivot dans le conflit, y compris le désastreux siège final à Dien Bien Phu lorsque les combattants communistes du Viet Minh ont submergé la garnison française. Alors l'affirmation selon laquelle un grand nombre de membres de la SS rejoignent la Légion étrangère a-t-elle du poids? C'est difficile à dire, mais probablement pas. Déterminer combien de légionnaires étaient d'anciens membres de la SS est au mieux une tâche ardue. Il ne fait aucun doute qu'un grand nombre d'Allemands ont fini en Asie du Sud-Est. Certaines estimations suggèrent qu'ils étaient entre 35 000 et 50 000 pendant l'opération militaire française de 8 ans contre le Viet Minh. Le défi est de déterminer si ces hommes étaient des membres de la SS en fuite, d'anciens membres de la Wehrmacht qui cherchaient un nouveau départ, ou simplement de jeunes Allemands qui voyaient le service dans la Légion étrangère française comme une meilleure alternative à la vie en Allemagne d'après-guerre. Au fil des années, les affirmations concernant le nombre de criminels de guerre dans les rangs de la Légion étrangère ont pris de l'ampleur, beaucoup pensant qu'il y avait des milliers de membres de la SS en service. Il y a deux principales sources pour cette croyance, l'une étant un livre, La Garde du Diable, publié en 1971, qui détaille la vie d'un officier SS qui a combattu sur le front de l'Est, puis a rejoint la Légion étrangère. Il décrit un bataillon entier d'anciens soldats nazis, menant une campagne de guérilla contre le Viet Minh. L'œuvre se présente comme un mémoire authentique, mais la validité historique peut généreusement être décrite comme manquante, avec peu de preuves réelles pour soutenir les affirmations faites, et aujourd'hui, elle est considérée comme une œuvre de fiction. Cela a été aggravé par les Viet Minh eux-mêmes, qui après avoir capturé des milliers de soldats français à Dien Bien Phu, ont affirmé qu'il y avait un grand nombre de Waffen-SS dans leurs rangs. Ils n'ont jamais produit de preuves pour étayer ces affirmations, et il est possible qu'ils considéraient tous les Allemands comme des criminels de guerre en fuite, ou du moins les décrivaient comme tels. Il existe peu ou pas de preuves pour affirmer que des milliers de membres de la SS auraient intégré la Légion étrangère et combattu en Indochine, quelle qu'en soit la raison. En résumé, on sait qu'après la guerre, un grand nombre de recrues allemandes a afflué dans la Légion. Cependant, les autorités françaises étaient spécifiquement à la recherche de membres des SS qui seraient rejetés et appréhendés. La politique d'anonymat de la Légion signifiait que si les fugitifs réussissaient d'une manière ou d'une autre à passer le dépistage initial, leur identité et leurs anciennes allégeances seraient presque impossibles à suivre avec précision. Ajoutez à cela les rapports peu fiables du Viet Minh et les récits ultérieurs sensationnalistes, prétendant être des informations factuelles. Il n'y a rien d'autre que de l'eau boueuse sur un sujet déjà peu clair. Les affirmations selon lesquelles des milliers de membres de la SS ont rejoint la Légion pour échapper aux poursuites pour leurs crimes sont probablement très exagérées, et bien qu'il ne fait aucun doute que quelques-uns ont échappé à la justice de cette manière, le nombre est probablement très petit, bien que la vérité ait été perdue dans l'histoire. Des soldats japonais continuant à se battre après la Seconde Guerre mondiale. En 1945, la Seconde Guerre mondiale touchait enfin à sa fin. Le dernier combat d'Hitler a eu lieu dans son bunker le 30 avril, lorsque lui et sa femme Eva Braun se sont suicidés, après qu'il est devenu évident qu'il n'y avait pas d'issue. Et le Troisième Reich allemand a officiellement capitulé le 7 mai 1945. Hiroshima et Nagasaki ont chacune eu une bombe atomique larguée sur elles, forçant la capitulation formelle du Japon, le 15 août, annoncée par l'empereur Hirohito. Et 2 semaines plus tard, le 2 septembre, la guerre était officiellement terminée. Malgré la fin des hostilités, il semble que tout le monde n'a pas reçu le message. Certains soldats japonais ont résisté jusqu'aux années 1950, 60 et 70 pour diverses raisons. Certains avaient été envoyés dans des îles reculées du Pacifique, et la communication avait simplement été perdue avec le monde extérieur. Ils ont donc manqué les diffusions annonçant la fin de la guerre. D'autres
doutaient de la légitimité de la reddition du Japon, et d'autres encore refusaient tout simplement de croire que tout était fini. Les soldats japonais étaient entraînés selon l'éthique de combat du code Bushido. On leur apprenait que chaque combat était mortel et que mourir pour l'empereur était un honneur. Mais se rendre était à la fois honteux et déshonorant. À cause de cette croyance, ils ne pouvaient pas accepter que leur dirigeant ait cédé et se soit rendu. C'est pourquoi seulement un petit pourcentage de soldats japonais se sont rendus pendant la guerre, tandis que la majorité était soit capturée, blessée ou tuée. Et pourquoi ? Des décennies plus tard, il y avait encore des résistants japonais qui combattaient une guerre qui n'existait plus. Deux des premiers résistants découverts dans les années 50 étaient le soldat de première classe Yuichi Akatsu et le caporal Shoichi Shimada, qui étaient restés sur l'île de Lubang, aux Philippines, avec un groupe dirigé par le sous-lieutenant Hiro Onoda, avec l'ordre de ralentir les forces ennemies par tous les moyens possibles. Lorsque les Alliés ont pris l'île le 28 février 1945, seuls Onoda et 3 autres hommes étaient encore en vie, et ils se sont donc repliés, se cachant profondément dans la jungle, et utilisant des tactiques de guérilla sur les locaux pour obtenir des fournitures. Après la fin de la guerre et pendant les 5 années suivantes, les Alliés ont régulièrement largué des tracts dans la jungle pour que les résistants les trouvent, détaillant la fin de la guerre. Les hommes ont examiné les tracts et les ont jugés faux, mais en 1949, Yuichi Akatsu s'est éloigné des 3 autres hommes. Il a continué à vivre seul pendant 6 autres mois avant de se rendre au village de Luke en mars 1950. 2 ans plus tard, en 1952, les Alliés ont largué une autre série de lettres et de photos de famille à travers la jungle, mais les 3 hommes restants les ont ignorés, toujours convaincus que c'était une ruse. 1 an après, le soldat Shimada a été blessé à la jambe durant une attaque de guérilla. Malgré les soins prodigués par Onoda qui lui ont permis de se rétablir, Shimada est mort cette fois-ci, abattu par un groupe de recherche qui était entré dans la jungle, à la recherche des 3 hommes. Les 2 autres soldats ont continué à se cacher dans la jungle jusqu'aux années 70. Mais il y avait d'autres résistants ailleurs. En juin 1944, plus d'1 an avant la fin de la guerre, 3 navires de transport japonais ont été bombardés par les Américains. Environ 30 survivants du naufrage ont réussi à nager jusqu'à la sécurité de l'île voisine d'Anatown, qui faisait partie de la chaîne d'îles Mariannes au large des côtes des Philippines. Plus tard, en 1944, les États-Unis ont réussi à envahir les îles Mariannes, ignorant les petites parties de l'archipel comme Anatan, s'emparant des principales îles de la chaîne. Ils n'avaient aucune idée des Japonais résidant là-bas jusqu'à ce que les autochtones des îles voisines les informent. Anatan était une petite île volcanique et avait très peu de résidents natifs. Les 30 Japonais qui ont survécu ont lutté, se nourrissant de noix de coco, d'insectes, de chauves-souris et de lézards pour s'en sortir. Leurs conditions se sont légèrement améliorées, après qu'un bombardier Super Fortress B-29 américain ait rencontré des difficultés et se soit écrasé sur l'île, fournissant aux naufragés des ressources et des outils vitaux leur permettant de construire des abris. Après la capitulation du Japon, les Américains ont tenté d'évacuer les îles Mariannes, emmenant 45 résidents et 2 Japonais d'Anatan. Mais les 30 victimes du naufrage ont refusé de croire que la guerre était terminée, fuyant plus à l'intérieur des terres où ils ont continué à vivre pendant 6 autres années en tant que résistants. Parmi les Japonais qui vivaient et travaillaient déjà sur l'île se trouvait un couple marié, Shoichi et Kazuko Higa. Shoichi avait quitté l'île avant que tout cela ne se produise pour rendre visite à sa sœur malade sur une autre île, mais il n'a pas pu revenir. Avec une femme et 30 hommes sur une île, vous pouvez probablement imaginer le genre de tension qui a surgi. Kazuko prétendait être marié à un autre travailleur de plantation japonais portant le même nom de famille, Higa, pour sa propre protection. Mais son nouveau mari n'a pas survécu longtemps, après s'être mystérieusement noyé. Et ensuite les hommes se sont retournés les uns contre les autres, pour une chance d'avoir ses affections. Au cours des 6 prochaines années, ils ont cherché de la nourriture et se sont battus pour survivre, et ont passé beaucoup de leur temps ivres, ayant découvert une façon de fermenter une boisson connue sous le nom de tuba ou vin de noix de coco. Ce qui a conduit à des combats violents et des rivalités jalouses qui ont entraîné la mort de 12 des 30 originaux sur l'île. En tant que seule femme, Higa a dû être intelligente pour se protéger contre les hommes ivres et agressifs avec lesquels elle s'est retrouvée échouée. Alors elle restait souvent près de 4 des hommes, en particulier, suscitant la jalousie du reste, alors qu'elle se cachait derrière eux pour repousser les avances indésirables. En 1950, Higa a finalement aperçu un navire américain au large, et s'est précipité pour le signaler, demandant à être secouru, mettant fin à son calvaire de résistante sur l'île.
Grâce à elle, les États-Unis et les autorités japonaises ont appris l'existence des hommes oubliés sur l'île, qui ne croyaient toujours pas que le Japon avait capitulé. Les autorités ont demandé à leurs familles d'écrire des lettres comme preuve que la guerre était vraiment terminée. Ils ont été largués sur Anataon en 1951 avec un message officiel du gouverneur de la préfecture de Kanagawa. Les récalcitrants, finalement convaincus, agitèrent des drapeaux blancs sur la plage en signe de reddition, attendant les officiels des États-Unis pour les récupérer de l'île et les renvoyer chez eux. Leur histoire est devenue une énorme sensation au Japon, et Kazuko Higa est devenue une actrice mais a toujours été dépeinte comme la tentatrice séductrice de l'île d'Anatahan, et a finalement été contrainte de se cacher. Pendant ce temps, sur une autre île des Mariannes, Tinian, un autre résistant japonais restait, Murata Susumu. En 1944, l'une des plus grandes batailles des îles du Pacifique de la Seconde Guerre mondiale a eu lieu, la bataille de Tinian. Les combats ont duré 9 jours avant que les États-Unis aient finalement déclaré la victoire, et les quelques centaines de soldats japonais restants se sont enfuis profondément dans les jungles de Tinian pour éviter la capture et la reddition. Ces soldats ont été éliminés dans les mois suivants, la dernière garnison se rendant le 4 août 1945 après la fin de la guerre. Mais un homme est resté, Murata Susumu. Il avait installé une cabane sur la côte de Tinian, et a continué à y vivre en isolement pendant les 8 années suivantes, avant d'être finalement capturé en 1953. 2 ans après, un autre résistant japonais fut découvert sur Luçon, la plus grande île des Philippines. Le marin Noboru Kinoshita était l'un des nombreux militaires japonais oubliés qui se cachaient dans les jungles de l'île. Il s'y était enfui en 1944, après avoir survécu au naufrage d'un navire de troupes, puis avait passé les 11 années suivantes à vivre de lézards, de grenouilles, de fruits et de singes sauvages dans la jungle, sans savoir que la guerre était terminée. Il a finalement été découvert en novembre 1955 lorsqu'il a été arrêté par la police des Philippines lors de son raid sur un champ de patates douces en bordure de jungle, et il s'attendait à être exécuté pour vol. En découvrant que son ennemi prévoyait de le renvoyer au Japon en homme libre, il s'est pendu plutôt que d'affronter la honte de rentrer chez lui. La même année, en 1955 en Nouvelle-Guinée néerlandaise, 4 aviateurs japonais se sont rendus, une décennie entière après la fin de la guerre. Les Japonais avaient envahi la Nouvelle-Guinée néerlandaise en 1942, laissant ensuite des troupes pour maintenir le contrôle de l'île. Les 4 aviateurs faisaient partie d'un bataillon plus grand qui a marché de Wewak à Hollandia en 1944. 89 hommes ont entrepris la marche forcée, mais 30 d'entre eux se sont noyés en essayant de traverser une rivière en crue, et d'autres sont morts de faim et de maladie. Quand les hommes restants ont appris que les Alliés avaient pris Hollandia, ils ont choisi de se cacher dans la jungle, jusqu'à ce que les Japonais reprennent le territoire. Plus tard, ils ont été découverts et attaqués. 5 d'entre eux se sont enfuis plus loin dans la jungle, traversant la frontière vers la Nouvelle-Guinée néerlandaise et devenant autosuffisants grâce à la terre. En raison de leur mauvaise alimentation et du manque de ressources, l'un des 5 est mort du paludisme en 1947. Les 4 autres ont continué à vivre dans la jungle pendant encore 8 ans, avant d'être découverts par un villageois d'un établissement voisin. Malgré l'annonce de la fin de la guerre et que les États-Unis et le Japon étaient désormais amis, les aviateurs ont refusé de le croire, mais sont restés en contact avec les villageois malgré tout. C'est 3 ans plus tard que les habitants et la police ont finalement convaincu les aviateurs que la guerre était terminée, et ils se sont enfin rendus. En 1956, 13 autres soldats japonais ont été découverts sur les îles de Morotai et Mindoro. Les 2 îles avaient connu des batailles pacifiques pendant la guerre, et de nombreux Japonais s'étaient enfuis dans les jungles pour se cacher. Les Alliés n'avaient aucun intérêt à gaspiller des ressources sur ces retardataires, et certains y ont donc vécu pendant des années, après la guerre, invisibles et oubliés. Sur Morotai, 9 soldats ont été retrouvés en 1956, et sur Mindoro, 4 hommes se sont rendus en novembre de la même année. Les résistants de Morotai et Mindoro ont marqué la fin de ceux découverts dans les années 1950. Mais au cours des décennies suivantes, beaucoup plus de Japonais ont été découverts, avec les 2 derniers résistants qui se sont rendus en 1974, presque 30 ans après la fin de la guerre. Les prisonniers de guerre allemands forcés de marcher dans un champ de mines après la Seconde Guerre mondiale. Danemark, 1945-1946. Au début du mois de mai 1945, après 6 années de combats sanglants, la paix est finalement arrivée en Europe, avec la capitulation de l'Allemagne nazie. Mais avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, de nouveaux problèmes sont apparus, comme que faire des dizaines de millions de mines terrestres et maritimes laissées par le conflit.
Le 4 mai 1945, les forces allemandes qui étaient au Danemark se sont rendues aux Alliés et ont commencé leurs arrangements pour partir. Le Danemark comptait environ 1 400 000 mines terrestres actives sur son territoire qui avait été posé par les Allemands le long de sa côte ouest pendant les années où ils avaient occupé le pays de 1940 à 1945. Les mines étaient surtout sur les plages et autour de certaines installations clés comme les stations radars. Une partie de l'acte de reddition signé par les Allemands stipulait qu'ils devaient suivre les ordres des Alliés sur toute question sans discussion. Après la libération du Danemark à la fin de la guerre, l'armée britannique, responsable de la zone, a ordonné la création d'un groupe pour déminer les mines terrestres allemandes. Il était déjà en fonctionnement le 11 mai 1945. Le Minenkommando Danemark, comme on l'appelait, était formé de prisonniers de guerre allemands, qui étaient officiellement classés comme personnel ennemi rendu. L'insistance sur le fait que les Allemands démineraient était parce qu'ils savaient comment manipuler ces mines. Ils avaient des informations sur l'endroit où elles étaient posées. Les autorités danoises estimaient que cela violait clairement la Convention de Genève, mais n'intervenaient pas ou ne s'opposaient pas à ce moment-là. Les mines terrestres étaient principalement situées sur des terres agricoles essentielles, aggravant la pénurie alimentaire croissante en Europe. L'alternative était que du personnel danois et britannique inexpérimenté effectue la tâche. Mais il y avait aussi l'idée que l'Allemagne, responsable de la pose des mines, devrait être chargée de leur élimination. Ainsi, entre 750 et 2000 prisonniers de guerre allemands, dont beaucoup d'adolescents parmi eux, ont été forcés d'aider à déblayer ces mines. Ces soldats, étant des troupes de pionniers, possédaient des connaissances en ingénierie. Ils ont reçu une formation de base en déminage, ainsi que le soutien des sapeurs de l'armée britannique. Ces sapeurs étaient des ingénieurs de combat experts en désamorçage de mines. La raison pour laquelle cela aurait pu enfreindre la Convention de Genève, qui régit la manière dont les civils et les soldats doivent être traités humainement pendant la guerre, et que les Alliés forcèrent les prisonniers de guerre à effectuer un travail dangereux contre leur volonté. La tâche était très dangereuse, car les Allemands n'avaient pas seulement posé tant de mines, mais ils avaient utilisé tant de types différents de mines tout au long de la guerre que cela rendait la tâche de les déminer beaucoup plus compliquée. En fait, il y avait 16 types de mines anti-chars et 10 types de mines antipersonnelles couramment utilisées par les Allemands pendant la guerre. Cela comprenait des mines anti-chars Teller, des mines Holz et des mines antipersonnelles telles que les mines S, les mines à bâton et les mines Schuh. Beaucoup de ces mines étaient piégées ou difficiles à détecter car elles étaient principalement fabriquées en bois et en verre, avec le métal seulement utilisé dans les détonateurs. Pour compliquer encore les choses, les mines posées au début de la guerre et leurs emplacements étaient méticuleusement enregistrés par les ingénieurs allemands. Mais plus tard, les mines étaient déposées à la hâte par des unités inexpérimentées et pressées. Ils n'ont pas pris le temps de cartographier précisément où ils avaient déposé des mines individuelles, ou parfois où se trouvaient exactement des champs de mines entiers. Les prisonniers de guerre allemands ont déminé en utilisant des méthodes qui seraient jugées très risquées de nos jours. Il fouilla le sol avec un bâton pointu ou une baïonnette à un angle pour éviter de déclencher le mécanisme sur le dessus. Cela signifiait que la tête et les mains du démineur étaient très proches de la mine. De plus, aucun équipement de protection n'était porté, et le déminage était effectué en groupe sans distance de sécurité entre eux. Là où il y avait des mines anti-chars métalliques, les détecteurs de mines britanniques numéro 3 étaient disponibles, mais pour les autres types de mines, seul un long manche était efficace. Une fois le champ de mines déclaré dégagé, les démineurs allemands ont formé une ligne et l'ont traversée. C'était la façon de prouver que la zone était maintenant dégagée et qu'il n'y avait pas de mines oubliées. Parfois, la population locale était invitée à regarder comme assurance que leur zone locale était dégagée de tout danger. En seulement quelques mois, 1 389 281 mines avaient été dégagées. On estime qu'un bon 20% des prisonniers de guerre allemands dégageant ces mines au Danemark à la fin de la guerre ont été soit tués, soit gravement blessés lors de cette opération qui a duré 2 ans. Cependant, plus tard, le déminage de ces champs de mines a été grandement facilité, car il a été découvert que certaines des mines étaient peintes avec une peinture semi-radioactive. Les Allemands utilisaient cette stratégie pour être les seuls à pouvoir les trouver. Cela signifiait qu'un compteur Geiger pouvait facilement et en toute sécurité les localiser, mais pas un détecteur de métaux. Utiliser les prisonniers allemands à la fin de la guerre pour déminer n'était pas rare. Cela s'est également produit en Norvège, où les prisonniers allemands n'étaient pas classés comme prisonniers de guerre,
mais comme des forces désarmées qui s'étaient rendues et en guettant sans condition. Cela leur a permis d'être utilisés pour des tâches dangereuses, sans être accusés de violer la Convention de Genève. Pendant la guerre, politiciens et presse exprimaient peu d'inquiétude ou de protestation à ce sujet, étant donné la forte colère envers l'Allemagne. Récemment, une controverse a émergé sur ce chapitre de l'histoire danoise, certains affirmant que le traitement de ces prisonniers de guerre allemands équivalait à un crime de guerre. La majorité des prisonniers de guerre allemands survivants impliqués ont été rapatriés 2 ans après. Bien que ce ne soit qu'en 2012 que le littoral danois a été officiellement déclaré exempt de mines laissées par la Seconde Guerre mondiale. Les résistants loups-garous. La résistance nazie de la dernière chance pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1944, il y avait une prise de conscience généralisée parmi les dirigeants nazis qu'ils pourraient réellement perdre la guerre. Puis, le 6 juin de cette année-là, leurs pires craintes se sont réalisées lorsque les Alliés ont réussi à débarquer une force d'invasion massive en Normandie, dans le nord de la France, et menacé de reprendre l'Europe occupée. La direction nazie a rapidement commencé à se désintégrer après ce point, et il y a même eu une tentative sérieuse le 20 juillet 1944 pour assassiner Hitler avec une bombe à son quartier général Tanière-du-Loup, en Prusse orientale. Hitler et ses hauts fonctionnaires cherchaient un dernier recours pour maintenir l'idéologie nazie en vie, et se sont tournés vers le surnaturel pour trouver de l'inspiration. Les Allemands ont alors mis en place un plan de contingence baptisé Opération Loup-Garou. L'idée était de créer une force de résistance secrète pour poursuivre la lutte nazie, alors que les Alliés avançaient à travers l'Allemagne. La stratégie n'était pas tant de gagner la guerre par la guérilla, mais de tenir assez longtemps pour obtenir un règlement politique plus favorable à l'Allemagne. Les loups-garous et les loups étaient utilisés comme symbole de la force allemande contre ceux qui cherchaient à les détruire. Le mouvement était conçu pour être décentralisé, principalement supervisé par des responsables de la sécurité régionaux. C'était en partie une réaction au bombardement militaire sous lequel l'Allemagne se trouvait. La décentralisation permettrait au groupe de fonctionner indépendamment si une partie du réseau venait à échouer. À la fin de l'année, Heinrich Himmler, chef de la redoutable Waffen-SS, avait chargé l'un de ses officiers supérieurs, le fanatique nazi appelé Hans Adolf Prützmann, de créer, entraîner et coordonner les nouvelles unités de loups-garous. Ces unités d'élite volontaire allaient être entraînées au combat de guérilla, au tir de précision, au sabotage, à l'assassinat et à la confection d'explosifs artisanaux. Ils ont reçu l'ordre de saboter, commettre des actes terroristes, réprimer la collaboration allemande et compliquer au maximum la vie des alliés occupants. Ils devaient être équipés du dernier matériel spécialisé tel que des pistolets silencieux, des manteaux ignifuges et des fusils de sniper de haute technologie pour ces missions. Mais les unités de loups-garous n'ont jamais vu leur pleine réalisation alors que l'Allemagne nazie tombait dans le désordre total à cause du bombardement aérien constant des Alliés. Cela a entraîné de sévères pénuries d'équipements, la base industrielle allemande étant presque entièrement détruite. Fin 1944, Prützmann n'avait réuni qu'environ 5000 combattants. Cependant, début 1945, plusieurs centaines de recrues avaient été formés au camp d'entraînement principal du loup-garou, au château médiéval de Hülschrath, près d'Erkelenz, en Allemagne. La plupart de ces recrues provenaient de la jeunesse hitlérienne. L'une des rares missions de guerre menées par des membres de l'organisation du loup-garou était l'opération Carnaval, le 20 mars 1945. Au cours de cette mission, une unité de loups-garous a été parachutée dans une forêt belge à la frontière néerlandaise-belge, en dehors de la ville allemande d'Aix-la-Chapelle, en utilisant le bombardier opéré par les États-Unis et capturé par la Luftwaffe B-17 Flying Fortress. Leur cible pour l'assassinat était le maire d'Aix-la-Chapelle, nommé par les Alliés, Franz Oppenhoff, que les nazis considéraient comme un traître. Ils ont utilisé des renseignements pour découvrir où se trouvait Oppenhoff, et l'ont assassiné avec succès le 25 mars 1945. En fait, il a été tué par une unité SS, composée de stagiaires loups-garous du château de Hülschrath. L'une des 6 personnes de l'équipe était Ilse Hirsch, qui était une fille de la Ligue des jeunes filles allemandes et une capitaine. Elle a été choisie parce qu'elle éveillerait moins de soupçons, les patrouilles alliées, recherchant des hommes en âge militaire se promenant. L'unité de loups-garous prétendait être des pilotes allemands à la recherche des lignes de front. Alors qu'Oppenhoff les persuadait de se rendre, ils ont crié « Heil Hitler !» et ont tiré sur Oppenhoff à la tête. Lors de leur fuite dans une forêt voisine, un des assassins a été tué et Hirsch blessé en déclenchant une mine terrestre. La mine terrestre a probablement été posée par les Allemands.
Le reste de la meute de loups-garous s'est enfui dans la campagne. Un petit groupe d'effectifs de loups-garous SS a réussi à se frayer un chemin dans les Alpes après la reddition, où ils ont rejoint quelques soldats et ont tenté de faire un dernier combat. L'unité improvisée a été confrontée à de nombreux problèmes tels que le mauvais temps, les pannes et les désertions, avant d'être finalement vaincue par les forces des États-Unis. On a beaucoup parlé de la valeur donnée à la propagande de ces soi-disant unités de loups-garous, avec des journaux allemands publiant des titres sensationnels et principalement fictifs, tels que la fureur des loups-garous nazis se déchaîne sur les envahisseurs. Le lieutenant Otto Skorzeny, expert en commando et décoré de la Croix de Chevalier, a ensuite supervisé la formation et le développement des unités de loups-garous. Jürgen Stroop, connu pour avoir réprimé le soulèvement du ghetto de Varsovie en 1943, a aussi été consulté. Ils ont été stupéfaits de découvrir que le nombre de cellules de loups-garous avait été grandement exagéré, et que les quelques unités existantes étaient très désorganisées. Même les dépôts de fournitures de secrets enterrés à travers le pays n'étaient pas correctement enregistrés, si bien que peu d'unités savaient où ils se trouvaient réellement. Les explosifs, les munitions et les armes avaient été enterrés en 1939, mais en 1945 personne ne connaissait leur emplacement, et les soviétiques les ont découverts lors de leur avancée. Skorzeny a ensuite orienté les efforts de l'opération Loup-garou vers la création d'un chemin de fer clandestin nazi, qui a permis à des milliers d'officiers SS de voyager le long de routes d'évasion, appelées lignes de rats, et de fuite. Le 23 mars 1945, Joseph Goebbels, ministre de l'Éducation et de la Propagande, a prononcé le discours du loup-garou, déclarant que chaque Allemand devait se battre jusqu'à la mort. Le 1er avril, Radio Werwolf a commencé à émettre depuis une petite ville de l'Est de l'Allemagne, avec un message simple, résister par tous les moyens aux envahisseurs alliés. Il commençait chaque programme par un son de loup hurlant, et une chanson avec les mots « Mes dents de loup-garou mordent l'ennemi ». La station de radio n'a été à l'antenne que quelques semaines, mais elle a revendiqué avec enthousiasme que plusieurs officiers alliés de haut rang avaient été assassinés avec succès par des unités de loup-garou, y compris le major général Maurice Rose, commandant de la 3e division blindée américaine, le major britannique John Poston, officier de liaison du maréchal de camp Bernard Law Montgomery. En fait, ces deux décès étaient en réalité dus à des combats contre des unités régulières de l'armée allemande. Début avril 1945, Werner Naumann, principal aide de Goebbels et nazi, a envoyé un long message confus aux responsables des principaux bureaux de propagande allemands. Il les a exhortés à encourager les Allemands, à se préparer et poursuivre le combat après la guerre. Tout cela a créé l'illusion d'une résistance secrète nazie organisée et dévouée, une résistance si importante que les Alliés ont pris la menace au sérieux. L'opération Werwolf a eu un impact psychologique très efficace sur les Alliés et sur les civils allemands. Hitler s'est suicidé en se tirant une balle le 30 avril 1945, dans son bunker à Berlin. Mais pendant un certain temps, chaque acte de sabotage, accident mystérieux ou malheur qui frappait les occupants alliés en Allemagne après la fin de la guerre en Europe, le 8 mai 1945, était attribué au loup-garou. Pendant longtemps, les commandants alliés avaient craint de faire face à une insurrection allemande à grande échelle et étaient terrifiés à l'idée de se retrouver impliqués dans une guerre de partisans qui pourrait durer des années. Les rumeurs concernant l'opération Loup-garou alimentaient directement cette peur. Pendant les premiers mois de l'occupation, la propagande alliée a imposé une politique stricte de non-fraternisation avec les Allemands. Les résistants étaient souvent fusillés ou pendus, et on croyait que tout Allemand montrant son oreille droite sur une photo de carte d'identité était un loup secret. Même les groupes locaux, qui proposaient d'aider à la chasse aux nazis, n'étaient pas au-dessus de tout soupçon. Des réglementations strictes, des couvre-feux et une interdiction de posséder des armes à feu ont été imposées à la population allemande. Selon certaines estimations, entre 3 et 5 000 civils et soldats allemands ont perdu la vie dans les représailles alliées, par peur des unités de loups-garous. Cette peur a finalement diminué lorsque la menace des loups-garous semblait simplement s'estomper, car le danger que les nazis poursuivent une lutte armée ne s'est jamais vraiment concrétisé. Finalement, la valeur donnée à la propagande du loup-garou a largement dépassé ses réalisations réelles. En fait, les dommages causés ont surtout touché la population allemande, car les historiens estiment que plusieurs milliers de morts ont résulté des campagnes des loups-garous, car ils visaient tous ceux qui accueillirent les Alliés. Quelques autres groupes de loups-garous ont pu tenir jusqu'en 1947, mais pour la plupart, ils se limitaient à la peinture de slogans et à des actes de sabotage.
Après la guerre, les Alliés ont mené une politique de dénazification très réussie, conçue pour éradiquer tous les symboles, organisations politiques et figures de proue qui avaient été créées pour soutenir la culture nazie de la société allemande. Puis le nouveau danger croissant était l'Union soviétique et ses alliés. Le peuple allemand, plus préoccupé par la gestion d'une nouvelle menace imminente, cessa de lutter contre les forces d'occupation de la Grande-Bretagne, des États-Unis et de la France. Ainsi, bientôt, la campagne ouest-allemande serait remplie de grands troupeaux de léopards, avec des lynx errants volant au-dessus, et des cobras cachés dans chaque haie, dans une tentative de dissuader toute attaque de l'Union soviétique. Hiro Onoda, le soldat japonais qui ne s'est pas rendu jusqu'en 1974. Hiro Onoda était un officier du renseignement japonais dans l'armée impériale japonaise qui a refusé de se rendre jusqu'à des décennies après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dans le théâtre du Pacifique, il y avait de nombreux résistants japonais, holding Zanryu Nipponhei, ou soldats japonais restants. Ils étaient démotivés à continuer après la reddition du Japon en août 1945 en raison de leur endoctrinement dogmatique et militariste, ou simplement parce qu'ils n'étaient pas au courant de la reddition. Hiro Onoda a été formé à l'école Nakano en tant qu'officier de renseignement, où il a appris la guérilla et la collecte de renseignements. Onoda a été envoyé à l'île de Lubang, près de Luçon, aux Philippines, à la fin de 1944, où il allait bientôt rencontrer un groupe d'autres soldats japonais déjà sur l'île. Le major Yoshimi Taniguchi lui avait donné l'ordre de vivre de la terre, et lui avait interdit de mourir de sa propre main. Il rassurerait davantage l'officier Onoda en disant « Cela peut prendre 3 ans, cela peut prendre 5 ans, mais quoi qu'il arrive, nous reviendrons pour vous. Tant que vous avez des soldats, vous devez continuer à les diriger. » Les officiers de rang supérieur du groupe ont rendu Onoda incapable d'exécuter sa mission de sabotage de la piste d'atterrissage ennemie et du quai au port. Cela a à son tour facilité la conquête de l'île par les États-Unis, qui a été réalisée en février 1945. Une fois que les forces des États-Unis étaient sur l'île, les grands groupes se sont divisés en petits groupes de 3 à 4 hommes et se sont échappés dans la jungle avant d'être éliminés par les troupes des États-Unis, ou de se rendre jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Hiro Onoda et 3 autres, sous son commandement, qui étaient encore actifs. Le soldat Yuichi Akatsu, le caporal Shoichi Shimada et le soldat de première classe Kinshichi Kozuka avaient établi une base dans les montagnes. Après la capitulation officielle du Japon en septembre 1945, Onoda et son groupe ont découvert plusieurs tracts. Le premier tract, laissé par les habitants, a été découvert assez tôt, disant « La guerre s'est terminée le 15 août, descendez de la montagne ». Cependant, ils ont conclu que c'était un stratagème de propagande allié. Après cette conclusion, le groupe a continué à piller les insulaires pour obtenir nourriture et ressources. Le général Tomoyuki Yamashita de la 14e armée de zone a également largué des tracts ordonnant la reddition, mais le groupe a de nouveau cru à une ruse. Sans connaissance des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, il semblait peut-être moins probable que le Japon soit prêt à se rendre. En 1949, Yuichi Akatsu s'est échappé du groupe et s'est rendu aux forces philippines en 1950, amenant les 3 restants à être prudents face à la déloyauté. En 1952, la mission de recherche a été élargie avec des lettres et des photos des familles du groupe larguées depuis un avion. Mais une fois de plus, cela a été considéré comme une ruse par les 3 soldats. Chaque élément de preuve que le groupe a rencontré a augmenté leur paranoïa et leurs hostilités. Alors qu'ils étaient habillés dans leurs uniformes impériaux japonais, les personnes qu'ils rencontraient étaient en vêtements civils, qu'ils interprétaient comme des soldats alliés déguisés avec la stratégie de les attirer hors de leur cachette. Ils ont alors tiré sans hésiter sur les habitants. Le caporal Shoichi Shimada a été blessé à la jambe en 1953, mais a récupéré grâce à l'aide d'Onoda. Mais, le 7 mai 1954, il a été tué par un groupe de recherche lorsqu'il a tiré sur ses potentiels sauveteurs qui ont riposté sur une plage à Gontin. Il n'en restait plus que 2. Onoda et Kozuka continuèrent la mission de sabotage, de collecte de renseignements et d'attaque de l'ennemi qui n'existait plus. Mais le 19 octobre 1972, lors d'une escarmouche, Kozuka a été abattu par la police en brûlant la récolte de riz d'un agriculteur. Le lieutenant Onoda était maintenant seul. Le 20 février 1974, un explorateur japonais déterminé nommé Norio Suzuki a trouvé Onoda. Onoda a toujours refusé de se rendre. Cependant, Suzuki a eu l'idée de localiser son commandant d'origine, Major Yoshimi Taniguchi.
En mars 1974, son ancien commandant, le major Yoshimi Tamaguchi, s'est rendu aux Philippines pour tenir sa promesse de revenir et de mettre fin à ses ordres en personne. Onoda, portant toujours son uniforme militaire en lambeaux d'il y a des décennies, a salué le drapeau japonais et remis son sabre de samouraï, son fusil Arisaka type 99 fonctionnel, plusieurs cartouches de munitions, des grenades à main et son poignard familial. Le gouvernement philippin, sous la présidence de Ferdinand Marcos, lui a accordé une grâce, prenant en compte le fait que bien qu'il ait tué 30 personnes innocentes lors de sa campagne sur l'île, il pensait que la guerre se poursuivait toujours. Lorsqu'il est rentré au Japon, Onoda était très populaire, mais il a eu du mal à s'adapter au nouveau Japon d'après-guerre et à la décadence de ses valeurs traditionnelles. Il a publié une autobiographie, et en 1975, il a quitté le Japon pour le Brésil, où il a élevé du bétail et a ensuite ouvert une série d'écoles de formation. Dans ces dernières années, Hiro Onoda a déclaré dans une interview « Chaque soldat japonais était prêt à mourir, mais en tant qu'officier du renseignement, on m'a ordonné de mener une guerre de guérilla et de ne pas mourir. Je suis devenu officier et j'ai reçu un ordre. Je ressentirais de la honte si je ne pouvais pas l'exécuter. Je suis très combatif.